Bienvenue sur le podcast de l'Institut V. Je suis Karine Castro et comme vous le savez maintenant, je reçois sur ce podcast des professionnels qui ont fait le choix de travailler autour de la gastronomie végétale. Aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Berg, chef consultant qui se définit aussi comme un wellness chef dédié au concept de cuisine végétale. Vous le verrez, Christophe a plein de ressources et dans cet épisode, j'aborde avec lui des sujets clés sur la conception de projets autour de la cuisine végétale et notamment celui auquel il a récemment participé dans un contexte de bateau croisière. Le parcours de Christophe est inspirant à plus d'un titre. Son expérience du terrain et sa connaissance du sujet font de lui un expert que les professionnels aiment consulter quand il s'agit de développer un projet plant-based. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Christophe Berg. Bonjour Christophe. Bonjour Karine. Comment vas-tu? Très bien. Super. Je me souviens de la dernière fois qu'on a enregistré un podcast ensemble. C'était au tout début du premier confinement du Covid. Absolument. Ouais, j'allais t'en parler. C'est notre 3e live ensemble, en vrai. Le premier, c'était effectivement pendant la pleine année Covid, au moment où je lançais l'Institut de la gastronomie végétale, d'ailleurs. Le deuxième, c'était l'année dernière, il me semble, un live Instagram sur le storytelling. Tout à fait. Sur le thème de la cuisine végétale. On avait fait un focus sur la cuisine végétale. Et voilà, nous voilà à nouveau ensemble pour parler de cette cuisine végétale qui nous réunit, puisqu'on échange souvent à ce sujet, notamment. On va parler de ton histoire, de ton parcours, de ta démarche, mais aussi de tes projets, puisque tu en as plein, dont un pour lequel je voudrais qu'on discute. Mais avant de parler de tout ça, je veux bien que tu te présentes en quelques mots pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Alors moi, en fait, mon intérêt pour la cuisine végétale vient de mon alimentation. Parce qu'en fait, j'ai adopté une alimentation végétale. Ça fait exactement 18 ans. C'était en octobre 2005. Je suis allé un semestre enseigner à Singapour. Et j'ai découvert que j'étais intolérant au lactose. Et au lieu d'enlever quelque chose, j'étais déjà végétarien à cette époque-là, au lieu d'enlever quelque chose d'autre à mon alimentation, j'ai voulu ajouter des choses. Et Singapour, en fait, c'est un hub culinaire. Il y a l'influence de la cuisine végétarienne ou végan, chinoise, japonaise, sud-coréenne, malaisienne, fatalement, indonésienne, indienne. Et donc, c'est la curiosité, en fait. Moi, j'ai vraiment, la cuisine végétale, ça a été une curiosité à un moment donné, que je ne sais pas trop expliquer, mais c'est vraiment une curiosité un peu dévorante. Et en fait, j'ai donc adopté cette alimentation du jour au lendemain, donc il y a 18 ans. J'ai jamais changé, j'ai jamais eu de problème d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça s'est imposé comme ça très facilement. Et au départ, mon intérêt, moi, c'était la cuisine pour les sports d'endurance et en fait pour la santé. Donc en fait, mon introduction dans ce monde-là, c'était sur la cuisine santé. Et il se trouve qu'il n'y avait pas grand-chose en cuisine végétale en général, mais dans la cuisine santé encore moins, en particulier pour les sportifs. Et du coup, je me suis retrouvé à faire un blog où je partageais tout simplement les recettes que je faisais avant mes entraînements, après ou pour les courses, etc. Et une éditrice à l'époque où les éditions La Plage en France, c'était un éditeur indépendant, m'a contacté, m'a dit en fait, est-ce qu'on peut faire un bouquin? Et donc, il y a 12 ans, on avait fait Secret d'endurance. Et je pense très honnêtement à ce moment-là qu'en France, personne ne savait que c'était de la cuisine végétale. C'est-à-dire, en fait, c'était pas marqué dessus. Les éditeurs ne mettaient jamais le mot végan. Et donc, sont venus plus des gens curieux et c'était un peu un guide pratique, comment faire ses bars et ses boissons sportives soi-même. Après, il se trouvait qu'elles étaient véganes. En fait, les gens, c'était des aliments complets, c'était simple. Les barres sportives, en fait, c'est des dattes ou des figues avec des amandes. Donc, c'est des choses de bonne qualité avec des épices. Donc, ça passait bien. Et du coup,
Ça a été le départ. Je vivais aux Pays-Bas à cette époque-là, et du coup, j'ai monté un atelier de cuisine. Et puis, toujours la curiosité, je suis allé me former à Santa Monica, à Los Angeles, dans une cuisine raw vegan. Et à l'époque, il y avait des restaurants gourmets raw vegan à Los Angeles. C'était la grande mode. Et c'était, en fait, c'est presque plus que l'école. C'était l'expérience. Il y avait 50 farmers market sur LA. Il y avait 25 juice bars. Il y avait plein de restos végans, etc. Et donc, il y avait une effervescence là-dessus. Ce qui est drôle, c'était une réaction au McDo et en fait à la junk food. Et donc, en fait, ces trucs-là étaient à la mode, pas parce qu'ils étaient végans, c'était juste, c'est à nouveau des aliments complets, pas de génétiquement modifiés. Les nombres d'ingrédients étaient très simples, se suivaient, et donc c'était la mode, en fait. Et du coup, ça a été assez... Enfin, moi, c'était une période assez amusante. Et en fait, suite à ça, j'ai passé des saisons d'été avec Artovo en Croatie, qui est un super pays. J'ai monté le premier restaurant raw vegan qui est encore ouvert à Glyfada, au sud d'Athènes, qui s'appelle Yi. Yi, ça veut dire la terre en grec. Et en fait, c'était vraiment intéressant parce que c'était donc au début d'un mouvement et étonnamment, il y avait cette curiosité pour la raw food. Je pense qu'elle était tellement différente du reste qu'elle n'était pas vraiment catalogable. Et du coup, se retrouvaient tous les gens qui s'intéressaient au yoga, à certains sports, à un mouvement un peu aussi sur la slow food, sur les ingrédients complets, et même des sports plus de bien-être, et la notion de bien-être, en fait, qui se développait à peine. Et du coup, certains resorts voulaient avoir ça. Et donc, après la Grèce, je suis allé ouvrir pour le chef pour qui, enfin, avec qui par qui j'avais été formé à Los Angeles, une école en Thaïlande, et où là, le resort voulait avoir une école de cuisine. Et donc, j'étais allé. Et là, j'ai dû faire un truc assez intéressant. C'est-à-dire, j'avais fait une ouverture de restaurant tant que chef en Grèce, ça avait été assez chaud comme expérience, mais j'avais appris beaucoup. Et là, il fallait créer une école, mais la construire, en fait. C'est juste que je savais pas quand je suis arrivé. C'est-à-dire que, tu dis, elle est où, l'école? Ben, ils m'ont montré une salle de mariage. Très jolie, d'ailleurs. Hein. Ah ouais, quand même. D'accord. Et du coup, c'était plus un travail du chef de projet, qui, moi, est mon background, et en fait, qui m'a intéressé aussi beaucoup, c'est-à-dire construire avec les architectes, euh, sourcer tout l'équipement, tous les ingrédients, et après recruter et former des instructeurs. Donc un aspect du travail qui n'est pas nécessairement celui que les gens imaginent, mais qui est très important. Et donc voilà, il se trouve que j'ai pas eu toujours de chance, mais ça fait partie de, un peu comme le yoga, de ces chefs gourous qui sont pas tous très honnêtes. Quand j'ai découvert que ce chef n'avait pas des principes d'éthique vraiment alignés avec les miens, on va dire, j'ai choisi de partir, mais j'ai ouvert l'école. Mais après, j'ai dit voilà, moi, ça m'intéresse pas trop de rester si ça reste comme ça. Et là, j'ai une mission super intéressante et vraiment géniale à Saint-Barth, dans les Antilles françaises, où j'ai monté un juice bar. J'ai aidé quelqu'un à monter un juice bar. Et là, c'est une histoire intéressante parce que c'est quelqu'un qui montait un juice bar. Il avait fait un tour du monde. Il était en Australie. Il avait découvert les juice bars en Australie. Il revient aux Antilles françaises, de là où il est, et il veut monter ça. Et il avait pris mon bouquin sur la raw food, qui est en fait la Bible de la cuisine raw. Ça a été surtout des restaurateurs qui l'ont lu, en fait. Dans le sens, c'est beaucoup des techniques. Et c'est comme si c'était une cuisine nouvelle, en fait, les gens avaient cette curiosité-là. Et voilà, j'y suis allé. Ça a été une super expérience. Et je l'ai aidé à monter son juice bar à Saint-Barth. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que comme il n'y avait pas grand-chose à cette époque-là,
j'ai fait du développement de nouvelles structures, du montage de projets. Et donc, j'ai appris énormément, sachant que tout le monde apprenait, puisque c'est le début de toute façon. Et du coup, c'est un moment, moi, que je regrette pas du tout, dans le sens où vraiment chaque projet, c'était presque nouveau, donc il fallait tout réinventer. Et c'est à ce moment-là, après Saint-Barth, que j'ai rencontré Frank Garanger, qui était un chef traditionnel, qui est un chef traditionnel français, vraiment formé de façon très par l'apprentissage et à l'école française, entre guillemets, vraiment, et qui avait une curiosité, encore une fois, pour la raw food spécifiquement. Et la première fois que j'ai été invité sur une croisière, c'était en tant que chef raw food. Et j'ai fait une croisière comme chef invité, avec tous les jours les recettes du chef, avec aussi des démonstrations. Et ça a très bien marché, parce que les gens, en fait, ça les a amusés, un peu comme si une croisière invitait un maître sushi ou enfin quelqu'un qui avait une spécialité culinaire qui sort de l'ordinaire. Et du coup, dans la curiosité, les gens qui sont dans une croisière, il y a cette curiosité culinaire. Et du coup, voilà, c'était nouveau, c'était. Et suite à ça, est apparu que l'endroit où à cette époque-là, donc la raw food avait le plus de place, c'était d'avoir un juice bar au moins, et de faire des petits déjeuners sains, de bonne qualité. Donc on avait fait ça. Et après, moi, j'ai une opportunité vraiment assez magique. C'est que le general manager et l'investisseur du resort où j'étais allé créer l'école pour le chef américain m'ont rappelé comme ça 2 ans après, en me disant, en fait, sur l'éthique, tu avais sans doute raison. Et donc, si tu veux pas qu'on va devoir fermer, on est en procès avec le chef. Par contre, si tu veux venir, tu peux, et tu fais ce que tu veux. Et là, je me suis dit, c'est pas tout le temps. En fait, je m'installais à La Palma, donc j'avais pas vraiment prévu de repartir en Thaïlande. Mais je me suis dit, c'est une opportunité. Et puis, j'avais construit, donc se dire que ça allait fermer, c'était pas vraiment sympa comme idée. Donc, je suis parti. Et c'est comme ça que j'ai créé Blue Lotus, qui était une école de cuisine végétale. Donc là, raw, cuit, il y avait toutes les techniques culinaires. Mais surtout, j'étais en Thaïlande. Et donc, j'ai intégré les enseignements, c'était 1 semaine de cours. Et j'ai intégré dès le début la cuisine thaï, avec des chefs thaï, l'équipe thaï. Et donc, on avait un cours green thaï, cuisine, qui marchait très très bien, et où on avait plein de thaïs qui sont venus. C'était la cuisine de leur grand-mère, en fait. Parce qu'on utilisait l'équipement, on prenait les recettes antiques, et en fait, initialement en cuisine asiatique, le poisson et la viande, pour plein de raisons, étaient cuits séparément. Pour éviter les problèmes de maladies et autres. Et donc en fait, c'est une cuisine qui passe en végétal très, très facilement et qui s'y prête énormément. Et moi, ça a été une vraie découverte. C'est-à-dire que pendant les 3 ans de l'école, j'étais directeur de la formation. Donc, je formais les instructeurs, puis j'enseignais aussi. Puis, je gérais l'école. C'était une toute nouvelle expérience. Mais ce qui était génial, c'est que j'ai appris la cuisine thaï, qui est une cuisine totalement différente de la cuisine française, japonaise. C'est-à-dire, ils ont une culture énorme, mais donc ils ont plein de techniques différentes, les ingrédients sont différents. Et ça a été génial. Enfin, ça a vraiment été un peu comme la curiosité que j'avais eue pour la cuisine raw. Je me retrouvais à réapprendre un univers culinaire. Et vraiment, donc ça a été formidable. Et à ce moment-là, j'ai été recontacté par Eric Barral, qui était le directeur de Head Culinary of Oceania, qui est un groupe qui s'appelle Apollo Group, et c'est un groupe qui gère toutes les équipes culinaires pour plusieurs croisières. Regent, Oceania, Virgin, des grosses croisières, norvégiennes et compagnie, qui étaient basées à Miami,
qui travaille avec Franck, qui lui était aide culinaire sur Oceania, les croisières où j'avais fait, qui m'a dit, voilà, on a un problème avec la cuisine végan, les gens n'aiment pas ça. Et on a vu que tu créais cette école, est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Et donc là, on a développé un programme pour Oceania et Regent. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une croisière pour former tous les chefs. Donc, j'avais tous les exécutifs chefs qui étaient là, avec des gens comme Franck qui connaissaient déjà très bien la cuisine végétale, qui avaient cette curiosité, d'autres chefs pas du tout. En fait, c'est plutôt très, très bien passé. Et dès le début, j'ai dit, voilà, je vais jamais parler de végan, ces gens, je vais parler de cuisine végétale et de spécialités culinaires. Et tout de suite, ça a débloqué. Et ils ont compris, en fait, c'est d'autres techniques, c'est d'autres ingrédients et c'est tout. C'est un autre langage, en fait. Et du coup, il y a eu leur curiosité culinaire, mais après, tout leur savoir-faire technique, toute leur méthode. Et donc, en fait, ils sont très vite. Donc, on a fait ça. Ensuite, on a eu un break et après une deuxième croisière où on faisait l'implémentation déjà, qui a très bien marché. Ça a très, très bien marché. Les gens étaient très réceptifs. C'est-à-dire, dès que ça a été présenté comme des options plant-based dans les menus, les gens sur les croisières ont pris, pas juste les végans, en fait. Donc, ça a très, très bien fonctionné. Et donc, on s'est dit, ce qui serait génial, c'est que les chefs viennent à mon école. Et donc, 12 exécutifs chefs des différentes croisières, dont Franck, sont venus en Thaïlande. Et on a fait une semaine, nous, on avait un chef training, qui était pour les chefs, en fait, conventionnels, qui venaient se former à la cuisine végétale. Et je l'ai fait, mais adapté à ces chefs-là. Donc, il y avait quelques jours, on faisait vraiment que de la cuisine thaï, parce que venir en Thaïlande sans faire la cuisine thaï, ça aurait quand même été dommage. Et après, la partie autre du chef training. Ça a été vraiment une super expérience pour moi, pour l'équipe, et quelque part une reconnaissance de la cuisine végétale par des exécutifs chefs français et d'ailleurs autrichiens et d'autres nationalités. Et donc, c'était très, très valorisant et très intéressant. Et en fait, de voir que justement, en fait, les chefs conventionnels ont tout en main. Ils ont souvent la connaissance du produit, ils ont des formations et donc un niveau de technique important. Donc, s'ils ont la curiosité, ils ont tout pour faire des choses vraiment intéressantes. À partir du moment où ils s'ouvrent exactement, comme à un moment donné, des chefs français se sont ouverts à la cuisine japonaise. Exactement comme des chefs français se sont ouverts à la cuisine italienne. Finalement, ce sont ces expériences qui t'ont permis de dessiner ton métier aujourd'hui, puisque tu le disais, ce sont plein de nouvelles expériences que tu as réalisées, et notamment dans les bateaux de croisière. On va y revenir sur les projets spécifiquement dédiés aux bateaux de croisière. Comment tu définirais ton métier aujourd'hui? Quel nom tu lui donnes? En fait, il y a des choses simples. Aujourd'hui, la raw food, plus personne n'en parle. Et donc, mon titre au niveau cuisine végétale, il évolue avec les tendances. Donc maintenant, les gens me disent que je suis un wellness chef. Bon, très bien. J'ai absolument aucun problème avec ça. J'aime bien le bien-être. Je pense que c'est important. En fait, je suis consultant ou chef de projet. C'est-à-dire mon background de chef de projet, j'ai vu sur beaucoup de projets en développement que souvent, c'était l'organisation qui pouvait poser problème. Les gens sont rarement mauvais en cuisine, mais c'est de maintenir un niveau de qualité. C'est de mettre des process en place, c'est de mettre le sourcing. Et du coup, cet aspect ou cet état d'esprit de gestion de projet s'est avéré plutôt utile. Et en fait, effectivement, j'ai vu avec l'école que moi, c'est l'aspect direction ou gestion de projet ou développement d'un nouveau projet qui m'intéresse le plus. Donc aujourd'hui, je suis consultant, donc wellness chef. Celui-là, j'avoue, je ne sais pas trop exactement ce que ça représente, mais je fais toujours la même chose. Donc c'est pas grave, c'est la cuisine plant-based, mais ça change de nom, c'est tout. Et chef de projet, ça j'ai toujours été. Et après, ce qui s'est passé après l'école et qui s'est arrêté comme pas mal de choses au moment du Covid, enfin du fait du Covid, puisque la Thaïlande s'est fermée pendant 2 ans. Certains de mes élèves ou des gens avec qui j'étais en contact m'ont demandé de faire du coaching. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je n'avais
pas vraiment fait avant, ou plutôt dans d'autres secteurs dans des vies précédentes, mais qui s'est additionné. Et donc, c'est vraiment à demande, c'est en fonction des interlocuteurs, où je fais du conseil parce qu'ils ont besoin de solutions, où je les aide à développer un projet, où j'accompagne des gens quand ils sont dans une démarche de remise en question, de se relancer, sachant que le Covid a amené son lot d'aléas, on va dire. Donc tes clients, ce sont autant des entreprises, des grandes entreprises, des porteurs de projets, des entrepreneurs, des chefs, Alors souvent, dans leur projet de développement de nouveaux concepts, de nouvelles idées, c'est ça? voilà, souvent en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pourquoi des grandes entreprises? Parce que ils ont des budgets de développement. Donc en fait, ils font appel à des experts quand ils développent quelque chose de nouveau, même pour se l'approprier ensuite. Mais par contre, mon contact, c'est toujours les chefs ou les lead projets, enfin les gens qui sont. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est dans la cuisine et dans les croisières. C'est-à-dire, il faut être en contact avec les chefs. Et là-dessus, c'est là où je remercie la curiosité qu'il y a eu sur la raw food à un moment donné. C'est-à-dire, ces gens sont venus me contacter et après m'ont appelé. Donc, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, ils ne m'appelleraient pas nécessairement. C'est-à-dire que les grandes entreprises sont celles qui ont des budgets. Par contre, ce sont les chefs qui décident encore avec qui ils veulent travailler quand ils montent un nouveau projet. Mm. Alors, tu accompagnes principalement des projets autour de la cuisine plant-based, hein, comme on le dit dans le monde anglophone. Donc, plant-based, est-ce que tu peux nous rappeler aussi un petit peu cette définition plant-based? Comment on la définirait en France? Moi, je la définis très simplement. D'ailleurs, en espagnol, c'est la même chose et j'aime bien, c'est 100% végétal. L'avantage de 100% végétal, ça dit très clairement ce qu'il y a dedans et pas ce que ça exclut. Et donc, la différence, je pense, par rapport... pour moi, le véganisme, en fait, c'est un mouvement de libération animale. Ce sont des gens et un mouvement politique, alors qui correspond mal quand on veut décrire une cuisine. Alors que le plant-based, ben, il dit, voilà, c'est basé à 100% plant-based. Et du coup, la bonne traduction pour moi en français, c'est 100% végétal. Et du coup, je trouve ça très bien, surtout dans les cuisines, parce que du coup, voilà, on n'est pas en exclusion, on ne dit pas ce qu'on enlève. On dit, voilà, en fait, moi, ma spécialité, c'est le végétal. Et ça passe beaucoup mieux parce qu'un Italien n'a aucun problème de dire, ma spécialité, c'est la pizza. Il dit pas, j'exclus tout le reste ou je ne fais pas de ça, je fais pas de sushi. Non, je fais que ça. Et c'est pour ça que pour moi, en tant que spécialité culinaire, c'est beaucoup plus facile de venir comme ça et de me présenter comme ça et de défendre ça. Parce que je défends une spécialité culinaire et je dis voilà, il se trouve que pour être pleinement dans cette spécialité, mon alimentation et mon mode de vie est aligné avec ça. Mais c'est tout. Mais exactement comme voilà, un chef italien qui est vraiment spécialisé dans la pizza s'excuse pas de pas connaître la cuisine du Pérou ou de pas utiliser, tu vois, le maïs ou je sais pas quel ingrédient qui n'a pas dans son répertoire culinaire en fait. Ouais. J'aimerais qu'on parle du dernier projet sur lequel tu as travaillé. Tu parlais tout à l'heure du chef Franck Garangère. Donc, un projet pour Explora Journée. Alors, je le rappelle, Explora Journée fait partie de MSC Croisière. Tu me dis si je me trompe pas. MSC Croisière est une entreprise italienne basée en Suisse qui fait partie du groupe MSC, leader sur le marché du transport et la logistique maritime. Ils sont présents sur les marchés des Caraïbes, de l'Amérique du Nord et de l'Extrême-Orient, étant la 3e plus grande marque de croisière au monde et qui détient plusieurs flottes, dont Explora Journée, qui est la filiale prestigieuse de luxe du groupe MSC Croisière. Et donc, Explora dispose de plusieurs bateaux qui fait appel aux dernières technologies. Enfin, il y a beaucoup d'innovations autour de ces nouvelles Alors en fait, bateaux.
Alors, je termine juste sur ce qu'aussi m'avait dit Franck à l'époque, c'est que l'idée, c'est d'avoir aussi pour ces bateaux une démarche respectueuse de l'environnement. Et ça m'avait interpellée. Donc, on imagine effectivement cette flotte moderne, nouvelle techno, démarche environnementale. Voilà, et donc c'est dans ce cadre que le chef a fait appel à toi pour l'accompagner sur le développement de l'offre végétale pour Explora Journée. Effectivement, MSC, Croisière, et fait partie du groupe MSC, qui est un groupe, c'est une famille italienne. En fait, c'est un groupe indépendant. Et c'est un groupe, il y a un groupe marseillais qui a eu à qui il est arrivé la même chose, qui en fait a vécu une époque douce et heureuse pendant le Covid. Puisque tous les gens qui transportaient des containers ont vécu un boom pendant la crise du Covid, en fait. Et donc MSC, c'est un groupe qui s'est renforcé financièrement de façon énorme sur l'activité de base, qui est les porte-containers, pendant le Covid. Et donc effectivement, par rapport à ça, ils ont voulu avoir une démarche au sein de ce groupe familial de se dire on va développer dans notre gamme de croisières une marque haut de gamme. Et du coup, c'est là où on revient au wellness. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le haut de gamme, c'est pas du marbre et du clinquant et de l'or partout, mais c'est beaucoup plus une approche d'expérience, donc fatalement pour des croisières autour de l'océan, et de bien-être. Et en fait, ce sont des croisières plus courtes que les autres croisières, mais avec une volonté d'offrir une vraie expérience, des vraies destinations. Et alors, sur les bateaux, ce que tu dis, c'est très juste, mais il faut savoir que pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que chaque année, il va y avoir un... Donc, en fait, c'est un croisiériste qui se développe lentement par rapport aux autres. En fait, c'est une croissance un peu contrôlée, et parce qu'ils veulent être très haut de gamme. Et dans cet univers-là, l'idée qui était apparue déjà sur Oceania, qu'on avait déjà vu avec Franck, c'était de connecter l'expérience du spa avec la cuisine végétale, avec la cuisine santé, en fait. Et donc là, cet aspect-là est réapparu pour en fait prendre une dimension un peu différente. C'est que le spa sur les croisières, c'est Explora Journeys, ils ont des programmes, dont des programmes de sommeil, des programmes de remise en forme, de repos, etc. Et du coup, l'idée, c'était d'avoir un lien entre l'alimentation santé et leur programme pour offrir des expériences cohérentes. Donc, très en amont du projet, presque un an avant, je crois, en juillet, l'été 2022, j'ai commencé à travailler avec Franck en contact avec le Head of Spa pour voir dès le début quelle connexion serait possible. Et ensuite, après, j'ai fait un travail plus habituel avec lui qui était de développer de nouvelles recettes et de voir ce qu'on pourrait apporter sur ces croisières. Et entre autres, comme là, par défaut, il y aurait un juice bar, de faire quelque chose de plus loin que ce qu'on avait fait avant. Donc, c'est en continuité. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait... Ils avaient une cuisine de développement à Angers, dans le lycée hôtelier où en fait Franck s'est formé et ses chefs se sont formés et où ils avaient une cuisine pour eux. Et en fait, ils travaillaient au développement de leurs recettes et ils testaient sur ces ingrédients. Donc moi, j'y suis allé en octobre 2022 pour qu'on fasse le développement de la partie donc spécifique végétale. Et suite à ça, certains aspects ont été validés par le spa pour qu'on fasse, alors ça va de choses simples, hein, le drink signature quand les gens arrivent à un spa et welcome drink ou certains, mais aussi qu'il y ait une cohérence entre leur programme et ce qu'on offrait au juice bar. Donc il y a certaines recettes et que les gens, même le fitness, s'ils veulent avoir après un workout, il y a en fait ce que je faisais beaucoup à Blue Lotus, donc
avec le programme Pure Énergie, et donc d'une alimentation en fait qui s'adapte à certaines activités. Et du coup, on a fait ça. Et après, le premier bateau Explora 1 a fait sa première croisière dans les mers nordiques. Et j'ai fait la première croisière commerciale, enfin quand il commençait, pour aller vérifier l'aspect qualité et l'aspect formation des personnes qui étaient en charge du juice bar et adaptation des recettes, parce qu'il y a toujours des questions selon des quantités, selon les ingrédients, ou selon la vaisselle dans laquelle c'est présenté, etc. Il y a des réglages à faire. Et donc les réglages, et c'était une croisière, donc là c'était en août 2023, et entre Reykjavik et Copenhague, et donc 10 jours je crois, une semaine ou 10 jours, et où donc on a fait la mise en place de cet aspect végétal sur les croisières Explora. Est-ce que la cuisine végétale s'inscrit mieux, d'après toi, sur un projet comme celui-là? Parce que tu parlais de wellness, il y a cette notion de bien-être avec la présence de spa. Est-ce que la raw food et la cuisine végétale, voilà, est-ce que c'est plus facile d'inscrire cette spécialité culinaire dans ce type de projet? Moi, je pense qu'en fait, l'aspect luxe, il a évolué. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui parlent de luxe sans parler de santé. Et dans l'aspect santé, l'aspect prévention et bien-être. Et en fait, si quelqu'un est très riche mais qu'il a des problèmes de santé, il a que des problèmes de santé. Il ne peut pas profiter de sa richesse. Et donc, je pense que les gens qui ont des moyens se sont très vite rendus compte qu'en fait, l'alimentation, ou ça devenait un ennemi, ou ça devenait un allié. Et donc, la cuisine végétale, elle a cette porte d'entrée intéressante dans le monde du luxe sur des choses, sur la santé et sur aussi une bonne adaptation à certaines activités. C'est-à-dire que si le matin, les gens commencent par une séance de yoga, le petit déjeuner, il va être léger, coloré, sympa. C'est pas, on va pas être sur du traditionnel petit déjeuner avec du lard et qui seront difficiles à digérer. C'est-à-dire qu'il y a une question de cohérence entre les activités et les expériences. Et moi, j'avais remarqué au resort à Evazon, où l'école Bluetooth était dans un resort. Et en fait, j'avais fait un Healthy Corner. Justement, je ne l'avais pas appelé plant-based, mais dans le resort. Ça avait un succès énorme. En fait, les gens adoraient ça le matin, de commencer sainement. Et après, ils avaient leurs activités, ils allaient nager. Et en fait, je crois vraiment à ça. C'est-à-dire, je crois qu'il y a un intérêt à... Les gens veulent se sentir bien. Et si les gens sont riches, bah, ils veulent d'autant plus. Enfin, je veux dire, et donc c'est là où c'est intéressant. Et donc, je pense que là, sur les croisières Explora, clairement, ça s'appelle Nectar. Le juice bar marche très, très bien. On fait énormément de choses. On fait les laits frais, les yaourts, etc. En plus, maison, entre guillemets, par rapport aux autres stands. Et donc, les gens font la différence entre un yaourt pasteurisé d'une marque et quelque chose qui a été fait frais sur le bateau. Et en fait, il y a ça. Et je pense que cet aspect santé, pour moi, il est logique. Et en fait, c'est un truc tout bête, mais si les gens ils commencent bien leur journée, c'est bien parti. Alors que ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'en fait, là où c'est facile d'entrer, c'est le petit-déj, le brunch, le déjeuner. Et le dîner est encore resté, à mon avis, très traditionnel. Et les gens par pays sont sur les habitudes de leur pays. C'est souvent social, c'est souvent intergénérationnel, donc on ne remet pas en question ce que mangeait la génération d'avant. Et donc, c'est là beaucoup plus crispé et difficile. Là où, en fait, sur le petit déjeuner, c'est quelque chose où il y a beaucoup moins d'empreintes de la tradition et où, en fait, c'est pour se sentir bien et avoir de l'énergie pour la journée. Et donc c'est là où je vois la différence, en fait. Est-ce que ça veut dire que la cuisine végétale s'inscrit mieux dans des concepts particuliers
Ou est-ce qu'elle peut aussi s'inscrire en marge d'une offre traditionnelle, par exemple En fait, par exemple, la cuisine asiatique que j'évoquais avec Blue Lotus, moi, fatalement, en Thaïlande, on voit faire de la cuisine thaï végétale super bonne et vraiment intéressante ou captivante, c'est très facile. Donc, il y a des traditions culinaires qui se prêtent très, très bien. Cuisine asiatique, énormément. La cuisine méditerranéenne, sud-méditerranéenne, se prête très, très bien aussi au végétal. En italien, la cuisine végétale, ça s'appelle la cuisine des pauvres. En fait, les gens, avant, ils avaient une cuisine végétale juste parce qu'ils, sur les îles, ils n'avaient pas les moyens ou il n'y avait pas de bœuf, etc. Et donc, en fait, il y a des traditions culinaires qui se prêtent. Et donc, quand on fait, par exemple, là, sur les croisières, il y a un restaurant qui s'appelle Sakura, qui est fusion panésienne, Pacifique asiatique. Toutes les recettes qu'on a mis à 100% végétales, elles passent super bien. C'est très cohérent avec le reste. Et en Asie, il n'y a pas du tout de problème à avoir une soupe 100% végétale ou un plat, et après quelque chose de carné. Donc en fait, les options plant-based, elles sont là, mais il y a des gens qui les prennent dans un menu. Il n'y a pas cette opposition qu'on pas de a, frontières? voilà, en France où on a tendance à opposer ou à dire ah c'est ci, c'est ça. Non, en fait, par exemple, une soupe miso, faire 100% végétal, c'est très facile. La plupart des gens qui la mangent n'ont aucune idée que c'est 100% végétal. De la même façon, un pad thaï, si je fais un pad thaï 100% végétal, la plupart des gens ne se rendent pas compte. Enfin, et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a des types de cuisine qui se prêtent plus à ça. Et allant jusqu'au gourmet, parce que par exemple, Sakura, c'est cuisine asiatique, mais c'est pas street food, hein, c'est un peu légèrement au-dessus. Et en fait, je pense que pour moi, c'est très bien, j'adore ça. Je veux ça, que la cuisine végétale, elle puisse être présente dans ces lieux-là. Et en fait, que les gens les prennent par curiosité culinaire ou par goût, sans dogmatisme ou sans préconception. Et donc, c'est un aspect intéressant. Et donc, même chose, je pense que dans les clients qui venaient au juice bar, c'est des gens qui, je pense, se disent qu'ils sont actifs et donc ils veulent un petit déj sain, mais la plupart ne savent pas qu'il est 100% plant-based ou ils s'en foutent. En fait, c'est pas le sujet. En fait, il n'y a pas d'aspect clivant. Si on revient un petit peu sur le travail que tu as fait sur Explora Journée, qu'est-ce que le travail de chef sur un bateau croisière a de différent par rapport à un chef qui travaille dans un restaurant classique? Alors, moi, la première croisière, comme je l'évoquais quand j'étais chef invité, donc il y a longtemps, ça fait presque 10 ans, ça a été un choc. C'est-à-dire, en fait, les croisières, ça n'a rien à voir avec le monde des restaurants. D'abord, sur un bateau, il y a 6 restaurants qui servent 3 repas par jour, plus le restaurant du staff. C'est des cuisines gigantesques et c'est surtout une logistique énorme. Et c'est servir pour certains plats, quand on les fait, moi je ne savais pas le faire. C'est un plat, s'il a du succès, il faut en faire 250 portions. Donc ce sont des échelles très très différentes, une logistique très différente, parce qu'il faut savoir que tout est sur le bateau. Qu'un bateau qui part pendant une semaine, même, surtout s'il fait une traversée atlantique, mais même en fait, il ne va pas récupérer les ingrédients. Donc en fait, tout doit être à bord. Et donc, je pense que ce qui est vraiment spécifique avec ce métier, et c'est pour ça que ce sont des chefs spécifiques, que quand ils spécialisent dans ce monde-là, ils restent dans ce monde-là. Et en fait, encore une fois, Explora Journée, je pense que le succès vient du fait que les chefs, moi, que j'ai vus sur cette première croisière d'inauguration, c'est tous des chefs aguerris qui avaient 10 à 20 ans d'expérience sur des croisières avant, en fait. Donc, il n'y a pas de hasard. Et en fait, je pense que Franck Garanger, quand il a monté son équipe, il a vraiment pris des gens qui étaient seniors sur ce monde-là et qui connaissaient ces contraintes-là et qui sont vraiment des contraintes logistiques importantes. Et du coup, voilà, on est sur un monde différent et vraiment sur le fait que les quantités sont pas les mêmes. Après, il y a plein de contraintes très amusantes. Moi, ça m'a toujours fait rire. Quand le bateau il est en mer, il bouge avec la houle, donc on ne peut pas peser les ingrédients.
Bon, en pâtisserie, c'est quand même une contrainte. Si les gens réfléchissent, c'est pas facile, quoi. Et donc, il y a ça où, par exemple, si vous faites une recette à la maison et en fait que vous avez des dosages pour une ou deux personnes, ok, ben, en fait, il faut faire très attention. Faut pas remonter en échelle si vous devez la faire pour 50, parce que ça va être faux, les épices et compagnie. Donc, en fait, c'est l'histoire de pourcentage, de ratio qui sont différentes. Et donc, pour moi, c'était au début, ma curiosité à mon intérêt, elle est là-dessus. Et c'est pour ça que autant je peux être consultant, je peux développer des recettes et après caler des choses et former des gens. Par contre, il y a un aspect du métier qui est complètement hallucinant pour moi, c'est comment ils font tourner cette histoire. C'est un truc de fou, en fait. Hein. Et donc, c'est un monde très spécial. Et je pense qu'en tant que consultant, moi, c'est l'intérêt, c'est de pouvoir avoir l'aspect créatif avec un chef. Après, il faut qu'ils s'approprient et en fait qu'ils développent leur propre truc parce qu'ils ont tellement de contraintes, que ce soit au niveau des ingrédients, au niveau de beaucoup de choses, de l'équipement, des contraintes à bord, qui font qu'il y a des arbitrages qui sont liés à ça, en fait. Et donc voilà, donc en fait, ça, c'est très spécial. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est comme tout, les contraintes, ça amène la créativité. Mais c'est un monde vraiment très particulier. Hein. Très clairement, c'est vraiment... ça n'a rien à voir, en fait, je pense. Un monde à part. Si on parle un petit peu d'avenir, comment tu perçois aujourd'hui la cuisine végétale en France et dans le monde et comment tu la vois évoluer? Bah, je pense vraiment... Alors, c'était d'ailleurs intéressant là d'aller dans les pays nordiques et de voir que même à l'aéroport de Copenhague, il y a des Juice and the... John and the Juice. C'est un nom comme ça. En fait, c'était des juice bars dans l'aéroport. Donc, un healthy bowl, les smoothies et tout, il y a ça dans un aéroport. Dans les pays nordiques, il y a une vraie curiosité pour cette cuisine, justement parce qu'elle est perçue comme saine. En Espagne, aujourd'hui, il y a énormément de concepts qui marchent bien. Les laits végétaux ont été complètement acceptés dans la population. Bon, 80% des Espagnols, je pense beaucoup, mais je ne connais pas le Portugal, mais ils sont des gens qui sont intolérants au lactose à la naissance. Et du coup, ça a facilité énormément ça. Et entre un mauvais lait sin lactosa, donc sans lactose, qui est vraiment le prix, et un bon lait végétal, ils ont fait le choix. Donc, il y a une vraie évolution très positive. Et je pense que sur ce... Moi, fatalement, la spécialité qui m'intéresse le plus, c'est le côté bonne santé, enfin, le côté santé et le côté wellness. Et sachant qu'en végétal, il y a un truc qui est très bien. Dès qu'on fait du 100% végétal qui est bon pour la santé, donc c'est des ingrédients non transformés, en gros. Très facile d'être local, d'être saison. Et surtout, c'est la cuisine qui a l'empreinte climatique la plus faible. Et donc, on se retrouve dans tout l'aspect éco-conscious ou de logique un peu. Ce que tu évoquais, par exemple, pour les croisières, maintenant, quand ils développent des projets, ils se disent, voilà, quel est notre impact, etc. Voilà, moi, tous ces programmes-là, le bilan carbone de la cuisine végétale est très simple à faire. Il est ridicule. Donc, en fait, c'est positif. Paradoxalement, en France, il y a une crispation de ce côté-là. On le voit même dans le discours politique. Je n'ai jamais entendu ça ailleurs. Il y a l'histoire des barbecues qui est pour les hommes ou je ne sais pas quoi. Ou, l'histoire des écolos qui se sont pris la tête avec les autres, qui disent qu'ils mangent de la viande, etc. C'est des crispations, très honnêtement, dès qu'on est à l'étranger, on réalise qu'elles sont franco-françaises. Aux États-Unis, qui consomment énormément de viande, malheureusement, et qui en consomment de plus en plus, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire les gens qui mangent végétal, mangent végétal. C'est-à-dire que, et donc cette crispation, elle est malheureusement très centrée franco-française. Par contre, dès qu'on voyage, bah ouais, dès que les gens ont la curiosité, ou par exemple sur les resorts qui aujourd'hui veulent développer des spas ils veulent que ce soit plus qu'un massage.
qui veulent développer leur jardin sur le resort. Nous, à Blue Lotus, on avait ça, on avait un jardin bio. Tout ça, bah oui, la cuisine végétale, elle va mettre en avant ça. En Thaïlande, nous, on cultivait nos propres champignons, où on avait 20 variétés de basilic, etc., différentes, parce qu'en cuisine thaï, il y a plein d'herbes. Donc, on en avait plein. J'étais le seul à les utiliser vraiment. Donc, je pense que toutes ces démarches de jardin, de local et compagnie, bah, en cuisine végétale, sont beaucoup plus faciles à intégrer et beaucoup plus cohérentes. Et donc, ça, c'est plutôt positif. Après, sur les croisières, moi, je trouve ça intéressant que le luxe aille vers le côté wellness et santé, plutôt que clinquant. Qu'en fait, on sort des années 80 où les gens étaient un peu clinquants. Et en fait, moi, je trouve ça intéressant. Je me dis, c'est assez logique que les gens, s'ils payer cher pour être malade ou pas bien après, ce serait assez bizarre. En fait, c'est assez logique qu'ils aient ce truc-là et qu'ils veulent qu'il y ait une alimentation qui fait qu'ils se sentent bien après, ou qu'ils aient l'énergie pour leurs activités, ou qu'ils se sentent mieux. C'est somme toute assez logique. Et qui est cette démarche environnementale globale, parce que la cuisine végétale peut aussi être effectivement un peu lourde en carbone en fonction de la provenance des produits, donc le côté très, très local, de saison. Oui, mais alors ça, justement, c'est faux. Hein. Moi, pour des bouquins, j'ai vraiment fait des études. En fait, il faut savoir que l'impact carbone de n'importe quel aliment végétal, il est ridicule par rapport au conventionnel. C'est normal parce qu'en fait, un animal, il consomme du végétal. Et ce végétal, il est tout le temps importé. C'est-à-dire le soja qui déforeste le Brésil, c'est pas pour le lait de soja qui en France est un lait européen bio, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pour alimenter les vaches. Donc en fait, moi, les gens qui me disent que je suis un soy boy ou que je consomme du soja, etc., je leur dis, mais vous en consommez beaucoup plus que moi. C'est comme les gens qui s'inquiètent sur les hormones. Je dis, bah, si vous mangez du bœuf, vous consommez beaucoup plus de soja et d'hormones que quelqu'un qui a une alimentation végétale. Donc en fait, l'impact, vraiment, si on regarde l'empreinte, elle est infime en végétal. Et c'est assez logique puisqu'en fait, on consomme directement l'ingrédient. Sinon, on consomme un animal qui a consommé. Donc, c'est obligatoire que, en enlevant cet intermédiaire, l'impact, il est moindre. Et donc, en fait, contrairement à ce qu'on dit, même si votre mangue, elle vient de Côte d'Ivoire, elle est venue en bateau et donc son impact carbone, il est zéro pointé par rapport au bœuf qui a été alimenté avec du soja OGM du Brésil. C'est juste. Et par contre, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans les pays nordiques, il y a cette éducation-là. Les gens le savent. Et alors après, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui disent, voilà, moi, j'ai mes habitudes et tout, je ne veux pas changer et tout. Mais le matin, justement, ils mangent végétal. Et ils disent, ouais, je sais que c'est mieux pour moi. Et ça, moi, j'ai vraiment, d'abord, l'alimentation, c'est une liberté. Et ensuite, je trouve ça très bien, cette curiosité. Ça me suffit, c'est-à-dire que j'ai pas du tout besoin que les gens, du moment qu'ils ont la curiosité, qu'ils essayent, c'est plus les a priori qui me gênent, mais sinon, et donc, non, je trouve ça intéressant justement sur des croisières que les gens, voilà, ils aient ce truc-là. Et il faut être conscient aussi, un petit, alors il y a eu le greenwashing, il y a peut-être le vegan washing, dans le sens où il faut faire attention, c'est-à-dire que aujourd'hui, si je regarde moi un peu ma spécialité qui est l'aspect santé, le gros problème, plus que végétal ou conventionnel, c'est les produits ultra transformés. Et donc c'est par exemple un truc qui heureusement n'existe pas en Europe, mais qui existe beaucoup aux États-Unis, c'est en fait ils ont fait high fructose corn syrup, donc un sirop de fructose qui est concentré à partir du maïs parce qu'ils ont des excédents pas croyables, qui est systématiquement génétiquement modifié. Et en fait, ce fructose-là et ces concentrations, on le gère très mal, on ne sait pas vraiment le stocker. Et donc, ça amène des gens qui, sans avoir des cirrhoses alcooliques, se retrouvent avec des foie gras des humains. Et donc,
dans les produits transformés, il y a un vrai problème, c'est clair, d'ailleurs que ce soit végan. Et donc, il faut juste faire attention que même c'est pour ça que le végan, des fois, il faut faire attention. Dans l'alimentation 100% végétale, si en fait ce sont des produits ultra transformés, il est possible que les mêmes problèmes de santé ou les mêmes conséquences arrivent. Et donc, si une alimentation, elle est à base d'éléments raffinés, trop salés, trop sucrés, il va y avoir le même résultat. La seule différence, c'est qu'il y a un peu moins de gras saturés, enfin, il y a moins de gras saturés dans le végétal, mais quand même. Et donc, c'est pour ça que dans tout, c'est un peu, si tu veux, cette évolution, elle est positive et négative. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui est intéressant, aux États-Unis ces temps-ci, toute la fake meat est en train de s'écrouler. Alors, est-ce que c'était une spéculation financière? C'est possible, mais il y a eu vraiment un gros appel d'air, des levées de fonds énormes, et aujourd'hui, des gens comme Beyond Meat qui s'écrasent, mais ils faisaient un produit qui n'était pas nécessairement de super qualité, qui était assez cher, et donc dans les supermarchés, quand ça se vend plus, ça arrête d'être en rotation, et voilà quoi. Si on parle un tout petit peu de communication, il y a aussi les mots qu'on emploie, qu'on utilise pour parler de tout ça. Je me souviens d'un post que j'ai publié sur LinkedIn il y a quelques semaines où on avait une discussion autour de la cuisine plant-based versus végétal, vegan. Et tu évoquais ce paradoxe entre le vegan qui fait fuir et le végétal qui attire. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment tu perçois ces différentes notions et comment tu les expliques? Je donne un conseil simple à mes clients la plupart du temps, c'est dans leur menu, les plats, et d'avoir un icône plant-based, PB ou 100% végétal, ça dépend des pays selon. Et voilà. Du coup, les gens identifient. Et le 100% végétal ou le plant-based, il a encore cet avantage d'être descriptif. Donc, ça dit ce qu'il y a dedans, pas ce qu'on enlève. Et donc, je trouve ça bien. Et moi, ça, je le perçois vraiment comme justement non excluant. Et donc, au niveau communication dans un menu, les gens se disent, tiens, je vais peut-être essayer ça. Et quelqu'un qui est végan va tout de suite regarder ça et va savoir ce qu'il peut commander. Donc, en fait, ça sert deux communautés différentes. La personne qui est habituée à une alimentation conventionnelle, mais qui a une curiosité, voire un flexitarien qui veut réduire un peu l'empreinte de son alimentation, l'empreinte climatique, et des gens végans végétariens qui ont le regard sur cette colonne et se dire qu'est-ce que je peux manger en gros. Et donc je préfère des plats bien conçus, attractifs pour tous, et en se précisant s'ils sont plant-based. Et ça, je trouve ça très bien. Et donc moi, c'est la recommandation que je fais. Et donc pour ça, oui, je préfère le plant-based. Sachant que dans le végan, il faut savoir que c'est pas encore arrivé, c'est en cours. Donc, vont être végan des viandes faites en laboratoire. Puisqu'en fait, elles n'auront pas, ça va être une culture cellulaire, mais il n'y aura pas de maltraitance animale ou d'exploitation animale. Mais moi, en fait, j'ai une alimentation végétale. Donc, en fait, ce que disent les Américains, je suis un plant eater. Donc, en fait, je ne vais pas alimenter ça. Donc, en fait, moi, le logo végan tout seul, en fait, paradoxalement, n'est pas suffisant. Il n'est pas assez clair. Et il décrit le contexte, en fait, plus. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'à terme, il va même décrire des choses que je ne veux pas manger. Il peut décrire des produits ultra transformés, c'est pas trop mon truc, mais surtout, il va décrire une viande de laboratoire qui, moi, à titre personnel, ne m'intéresse pas. Et je comprends que des gens qui mangent de la viande, qu'ils ne veulent pas arrêter, se disent, on va faire en laboratoire une viande qui aura un moindre impact sur la planète et climatique. OK, je me dis, à la limite, pourquoi pas, effectivement. Mais moi, c'est pas pour ça. Et du coup, encore une fois, on revient à un truc très simple. C'est une information claire, 100% végétale. Et je pense qu'il y a, les gens, ils ont besoin, quand tu parlais du local, le souci derrière, c'est la clarté, c'est de savoir d'où ça vient,
de savoir quels sont les ingrédients. Le début de la raw food, on en parlait. Pourquoi il y avait cette mode? Une barre sport en raw food, c'est amande, date, cannelle. 3 ingrédients, des noms que tout le monde comprend. Quand en Grèce, on les faisait, les gens, ils nous voyaient prendre des amandes, les moudre, mettre des dattes, les mélanger, mettre des épices et ça y est, c'est fait. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vertu à ça. Et c'est vrai que le fait que la frite, qui est d'ailleurs végan, pas toujours, mais qui peut l'être, du McDo, qui a 25 ingrédients, ben moi, c'est de la bouffe Frankenstein qui ne m'intéresse pas. C'est vraiment pas mon truc. C'est-à-dire, un moment où, quand un aliment simple, comme une frite, ça devrait être quand même assez simple, ça devrait être pommes de terre, une huile à frire et du sel. A priori, il y a 3 ingrédients. Quand il y en a 25, il y a un problème quand même. Puis après, c'est où mettre le curseur, où mettre la limite, parce qu'il y a des ingrédients, des aliments qui de fait sont véganes, végétaliens, 100% végétal, mais il ne s'agit pas non plus d'identifier ça en tant que tel dans tous les menus, dans tous les plats, tu vois. Mais surtout, ce que je pense, c'est que pour moi, si tu veux, il y a un côté positif. Par exemple, je le vois aux États-Unis ou dans des restaurants. Plant-based, en fait, c'est devenu synonyme de healthy et de sain, ou de plats plus légers, etc. Ça me dérange pas. Mais au moins, moi, quand je suis, si je vois 100% plant-based, je sais que je peux le manger. Et donc, il y a quand même l'utilité à un moment donné d'une information que tu donnes dans un menu. C'est exactement comme avant, les gens mettaient sans gluten. Bah oui, les gens qui ont cœliaque, c'est une information importante, en fait. Tu vois, quand tu es allergique, ça a une vraie information. Et moi, je trouve que c'est pertinent dans un menu de mettre une vraie information. Qu'en fait, si je dis 100% végétal, eh ben, tout le monde sait exactement ce qu'il y a dedans. Ça me paraît très utile. Et du coup, la controverse et la chose intéressante qu'on évoquait et où il y a des études qui vont dans les deux sens, c'est en gros, parce que sur la croisière, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, et végétarienne, et c'était vraiment amusant. Elle disait, voilà, est-ce que, oui, vous avez mis votre autocollant plant-based un peu partout dans les menus, etc. On est très content, il y a des options partout, c'est parfait. Mais pourquoi il n'y a pas un menu séparé cuisine végétale, en fait, et avec que ça? Et en fait, c'est un débat sans fin, parce que moi, j'ai vu des implémentations des deux qui fonctionnent. Aux États-Unis, la cuisine d'Inde du Sud, c'est une cuisine très intéressante et qui, traditionnellement, une partie est totalement végétale. Et donc, quand je vais dans un restaurant d'Inde du Sud, qui est une cuisine que je ne connais pas nécessairement, eh ben ouais, avoir le menu du 100% végétal m'aide vraiment parce que du coup, je regarde là-dedans et je choisis, alors que dans le menu super long d'une cuisine que je ne connais pas vraiment, je serais perdu. Et donc, ce débat, j'arrive pas à le... je pense que c'est une question de contexte. Par contre, je pense que c'est vraiment... oui, le 100% végétal, c'est vraiment utile à indiquer. Et après, par contre, selon les contextes, bah ouais, des fois, avoir une page de présentation avec un peu comme les menus enfants, mais un menu végétal, c'est plus simple parce que du coup, au lieu d'être perdu et de circuler dans un menu assez long et de chercher, tu vois, quelle entrée je peux prendre, quel plat, quel machin, bah là, j'ai tout d'un coup sur une page et c'est réglé. Et puis, ça me fait penser à un article que j'ai rédigé là, cette année à ce sujet. Dans le monde du digital, ça peut être intéressant aussi pour un restaurateur d'avoir une page dédiée à cette offre végétale, donc à ce menu, parce que ça va aussi mettre en avant son offre en termes de restauration, etc., plutôt que d'avoir des petites pastilles, effectivement, qui identifient les plats dans un menu qui est un petit peu caché dans le site web. Le Covid a amené les QR codes et a amené les PDF, tu sais, les menus en PDF qui sont derrière le QR code. Et là, ça vaut vraiment le coup pour ou la commande pour être livrée ou sur place. Et effectivement, moi, quand je vais aux États-Unis, dans un bar, avec le QR code, oui, je préfère être tout de suite sur le menu végétal.
parce que comme ça, je l'ai sur un téléphone. En plus, c'est pas très grand. Au lieu de me balader, c'est pas du tout facile à naviguer. Naviguer sur un petit téléphone avec un PDF, s'il fait une page et que j'ai toutes les options végétales, c'est de façon pratique beaucoup plus simple. Et là où tu as raison, c'est qu'effectivement, du coup, pour ce restaurant ou ce resort, au niveau référencement, ça référence effectivement un menu végétal. Ça, très clairement, au niveau communication, mais même sur Instagram, etc., avec les QR codes, il y a ça, puisqu'en fait, ils ont d'ailleurs un menu spécial avec les vins, un menu avec les boissons et tout. Et c'est pareil, parce que les gens ne peuvent pas naviguer, c'est assez difficile. Donc là, je pense que dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, ça peut être très bien. Et du coup, moi, en tant que client, et donc ça fait 18 ans que je suis végan, ouais, j'apprécie l'attention, et j'apprécie qu'on me simplifie la vie et pas de me balader dans plein de trucs où en fait il n'y a rien que je peux prendre, ça ne m'intéresse pas du tout. Et au moins, je préfère voir. Et du coup, en un coup d'œil, de voir l'offre végétale d'un restaurant, on dit beaucoup d'ailleurs sur tu vois, leur approche. Voilà. Et par exemple, pour revenir à ça, c'est la raison du succès du juice bar de Nectar Juice Bar sur les croisières, c'est que les gens savent que tout est végan dessus. Et d'ailleurs, ça, moi, j'ai fait très attention. C'est-à-dire que même c'est un corner, et en fait, il y a plusieurs gens qui viennent, et en fait, tu as des gens sur leur petit-déj, ils viennent que là. Mais moi, en tant que végan, je fais ça parce que du coup, j'ai pas de decision fatigue, en fait, j'ai pas à me prendre la tête. Je sais que tout ce que je vais prendre, il y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de tri à faire. Le muesli, j'ai pas à demander quel est le lait. Tu vois, les pancakes, j'ai pas à demander s'ils utilisent des œufs ou s'ils utilisent du lait ou tu vois comment ils les ont fait. Parce qu'on se rend compte encore en France que les chefs qui proposent une offre végétale ne s'adressent pas tout à fait à une clientèle végane, végétalienne, plant-based. Ils n'ont pas encore tout à fait la connaissance peut-être de cette clientèle pour savoir exactement de quoi ils ont besoin et qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en termes de communication aussi. Quelle est leur difficulté de trouver l'information. Voilà, Alors moi, pour les convaincre, ce que je leur dis, c'est toujours la même chose. C'est tu vas dans un resto italien et il fait de la pseudo cuisine italienne qui est pas vraiment italienne, mais qui est, tu vois, il fait ou alors il fait un sushi thaï par exemple, du japonais, du thaï mélangé ou des choses. Et en fait, c'est très souvent un mauvais signe côté cuisine. C'est-à-dire que par contre, effectivement, moi j'ai quand même tendance, sachant que c'est ma spécialité à la respecter, à dire aux gens si vous faites du végétal, faites-le vraiment. Prenez pas vos recettes habituelles et n'enlevez pas 4 ingrédients pour dire j'ai fait du végétal. Et il y a un vrai développement, c'est une vraie cuisine, c'est une spécialité culinaire, il y a un vrai travail. Et c'est pour ça qu'on le met en avant. Et du coup, oui, si les gens font du végétal, il faut vraiment faire du végétal. Sinon, c'est un peu décevant, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses en tout cas et de réflexions encore à voir en France et à l'international. C'est vrai que c'est un sujet très riche, très vaste, très complexe aussi. Merci Christophe d'avoir partagé ton parcours, ta démarche, ton point de vue, qui sont super intéressants. On peut te trouver sur le web, tu as un site. Oui, et qui a mon nom, enfin mon nom facilement épelable. Donc quand j'enseignais, en fait, les gens avaient du mal avec le CH dans plein de pays. Donc c'est Christophe, mais avec un K et avec un F, Christophe Berg. Et effectivement, c'est le même pour LinkedIn, pour Instagram, pour mon site. C'est tout sur le même login. Et, euh, et en fait, pour conclure, juste le truc que je voulais dire et c'est le Covid, et d'ailleurs c'est ce que tu évoquais, puisque tu avais créé l'Institut à ce moment-là, ça a été, comme toute crise, ça a été difficile et je pense que le secteur de la restauration, il a vraiment été secoué et ça reste un secteur économique, il n'y a pas à discuter, difficile. Et donc, et aujourd'hui, ces difficultés, elles sont encore très présentes. Et donc, aujourd'hui, les loyers dans les grandes villes ont énormément augmenté. C'est difficile et donc, comme la cuisine végétale, c'est un effort à faire,
en fait, il y a beaucoup de gens qui passent parce que ils se disent, voilà, je sais pas. Et en fait, c'est pour ça que je pense que la cuisine végétale, c'est une spécialité culinaire en manque de reconnaissance. C'est étonnant de voir qu'en France, on parle de la cuisine mexicaine, les gens disent ah, la cuisine, tu vois, thaïlandaise, japonaise, vietnamienne, ça éveille la curiosité. C'est dommage que ce soit pas le cas sur la cuisine végétale. En fait, elle devrait être perçue comme ça. Mais par exemple, demain, ça viendrait pas à l'idée quelqu'un de faire des plats de cuisine japonaise sans un minimum de recherche, sans, tu vois, avoir un chef. Et donc, je pense que c'est là où c'est pas simplement d'enlever des choses, c'est vraiment une création culinaire. Et aujourd'hui, c'est tout le monde n'est pas prêt. C'est pour ça que dans les resorts ou dans le wellness ou dans le spa, comme ils veulent développer une expérience, c'est peut-être pour ça que ça devient cohérent avec leur message, etc. Et que là, elle peut retrouver sa place. Là où, paradoxalement, dans le milieu de la restauration, c'est pas des moments faciles pour la cuisine végétale. Faut être clair quand même. C'est sûr, mais c'est aussi parce que les consommateurs demandent de plus en plus. Donc, les restaurateurs sont un petit peu obligés de s'adapter, mais on sent qu'il y a encore un petit décalage, il y a un effort à faire. Et du coup, on peut se demander qu'est-ce qui manque effectivement pour qu'ils y aillent franchement et qu'ils intègrent cette cuisine comme une spécialité en tant que telle. Mais je pense qu'il y a, encore une fois, faut être clair, c'est un effort à faire, c'est comme tout. Et donc, ça demande une vraie curiosité. Et pour finir sur l'histoire des croisières, d'abord et avant tout, c'est un chef, Franck Garanger, qui a eu cette curiosité-là pour cette cuisine-là. S'il n'a pas la curiosité, d'ailleurs, il a Sakura, moi, qui est sans doute un de ses meilleurs restaurants là, sur Explora One, ça vient aussi de sa curiosité à titre personnel sur la cuisine asiatique en général. Et donc là aussi, il est allé voir de vrais chefs, etc. Et il s'est inspiré. Et donc, je pense que c'est ça qui est important, c'est quand on la prend comme une spécialité culinaire, voilà, on la respecte. Et je pense que les, et après le Covid, on le voit, il y a eu un moment donné où en France, il y avait cette curiosité pour le fait maison, etc. Mais par contre, on a vu qu'après, avec l'inflation, le bio s'est écroulé. En fait, je pense que la cuisine végétale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si jamais c'est un effort en plus ou qu'elle est un peu plus chère ou que, du coup, les gens, ils skippent parce que, voilà. Et donc, c'est pas, je suis pas, ça fait longtemps que je suis dans ce secteur-là, donc c'est peut-être pour ça que je suis pas la personne la plus optimiste. C'est étonnant de voir qu'après tant d'années, ce soit encore aussi difficile, très honnêtement. Ouais. C'est un long chemin. Et voilà, parce que par exemple, c'est très intéressant de voir que un chef très bien établi comme Franck Garanger, quand en fait ils viennent le chercher pour monter, donc être à la tête, head culinary of ses croisières et tout, s'il y a bien une cuisine qu'il a dû défendre ou batailler pour, c'est la cuisine végétale. C'est-à-dire même si on fait appel à lui et qu'il est entre guillemets connu pour cet intérêt-là, il faut quand même qu'en interne qu'il bataille pour que ça reste, sinon elle aurait été skippée en fait. Donc c'est une bataille, on va dire. D'ailleurs, je prévois d'interviewer Franck très bientôt, donc ce sera intéressant d'avoir aussi son regard en parallèle du tien sur ce projet que vous avez eu en commun. Surtout, je pense que c'est vraiment intéressant, tu vois, de voir les chefs conventionnels et de voir leur regard et de se dire que, voilà, en fait, c'est de leur côté, moi, la perception que j'ai, c'est une question de curiosité. S'ils ont cette curiosité, c'est faisable. Sinon, Et comment ils s'approprient le sujet. Oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, elle est importante, cette curiosité, parce que sinon, tu le vois comme une contrainte. Tu te dis, il faut que je fasse ça pour les millennials, comment je vais leur faire leur plat, là? Ça peut pas fonctionner, en fait. Donc voilà. Merci beaucoup, merci Christophe. Et puis, Merci à toi. à bientôt pour notre 4e live.
Oui, pourquoi pas. Merci. Bonne continuation. Voilà, j'espère que cette conversation avec Christophe vous a inspiré. Je vous invite à consulter son site web que vous retrouverez dans les notes du podcast pour découvrir son parcours et les offres d'accompagnement qu'il propose. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message pour me parler de votre projet ou me poser vos questions. N'oubliez pas, pour nous donner un coup de pouce, vous pouvez mettre quelques étoiles et un petit commentaire en bas du podcast, ça nous aide beaucoup. Je vous dis un grand merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.